Bonjour à tous, bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Vous êtes numéro 2 de la liste de la France insoumise aux élections européennes. On va parler de ces élections européennes, on va parler de la fin du grand débat, mais avant toute chose, un mot sur les événements dramatiques de Nouvelle-Zélande ce matin. Forcément horrifié par ces actes-là, et je pense que la première réaction, ça doit être un message d'affection, de soutien, de fraternité avec le peuple néo-zélandais qui a été frappé ce matin. Puis je crois que ça rappelle aussi que la haine, notamment la haine des musulmans, dont certains essayent de faire le fonds de commerce dans notre pays, elle peut avoir des conséquences désastreuses, cruelles, terribles. Donc je crois qu'il faut toujours garder ce sens de la fraternité qui fait partie de nos valeurs républicaines et que c'est le meilleur anticorps face à la haine. La République, liberté, égalité, fraternité. Merci. Maintenant, on va parler des élections européennes avec ce matin Raphaël Glucksmann sur France Inter qui annonce que Place Publique présentera bien une liste et demande aux autres partis de gauche de le rejoindre, pas à la France insoumise. Comment vous considérez cette candidature? C'est un concurrent, un adversaire? Il va vous prendre des voix, Raphaël Glucksmann, sur le côté écolo plus social? Non, on verra. Je pense que c'est bien que chacun puisse présenter sa candidature. Bon, la France insoumise, elle a sa liste qui porte ces questions-là de lutte contre le changement climatique, de priorité à la question sociale, qui vont être des enjeux européens extrêmement forts. Maintenant, on connaît de plus en plus précisément quel va être le paysage politique dans cette élection. Voilà, je pense que maintenant, c'est pas des adversaires, mais c'est aux électeurs et aux électrices de trancher en fonction des projets politiques qui se présentent à eux. Demain, le PS va décider s'il rejoint ou pas Place Publique. Pour vous, ça change quelque chose par rapport à ce que représente Place Publique, si le PS le rejoint ou pas? Non, ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose. Je pense juste qu'il y a un petit paradoxe entre la volonté qui avait émergé initialement dans Place Publique, qui était d'essayer de réinventer une forme de social-démocratie, et le fait de le faire en s'alliant à un parti qui a quand même exercé le pouvoir ces dernières années dans notre pays, et malheureusement qui n'a pas mené une politique qui était à la hauteur des attentes de nos concitoyens. Donc je suis pas sûr que ça permette d'entretenir ce climat de fraîcheur qui devait être celui de Place Publique. Maintenant, écoutez, chacun fait ce qu'il veut dans une élection, chacun a le droit de se présenter, et puis ensuite c'est les électeurs qui doivent faire leur choix. Alors, autre information sur les européennes, c'était hier soir Nathalie Loiseau, la ministre des Affaires européennes, qui annonce qu'elle se verrait bien candidate pour La République En Marche. Vous dites, ça a le mérite de la clarté. Elle est ministre, elle défend elle mène une politique, elle va la défendre après aux élections. Pourquoi pas? Moi, je préfère effectivement que les gens qui, au gouvernement, mènent la politique en France et en Europe depuis maintenant 18 mois, le portent dans le combat électoral. J'ai trouvé un peu pathétique, honnêtement, la scène d'hier soir où personne ne peut penser que Madame Loiseau ait décidé de mener une liste de La République En Marche au cours d'une émission. Pour expliquer ceux qui n'ont pas vu l'émission, elle est en train de débattre avec Madame Le Pen. Elle dit, justement, en débattant avec vous et le fait que vous disiez n'importe quoi, selon Madame Loiseau, ça m'a convaincu d'y aller. Voilà, bon, honnêtement, j'ai pas trouvé ça très crédible, mais ça, à la limite, c'est le détail. Maintenant, La République En Marche, on va voir si elle confirme, mais manifestement, une tête de liste. J'observe que c'est la personne qui, par exemple, s'était battue pour la directive du travail détaché en Europe, qui, à mon avis, est une hérésie, qui crée du dumping social, puisqu'elle permet à des gens de travailler ici avec le droit social de leur pays d'origine. Donc voilà, ça a le mérite de la clarté. Et ça a le mérite aussi de porter le débat sur les questions européennes et peut-être moins de politique intérieure que si ça avait été un autre candidat pour En Marche. Je sais pas, mais en tout cas, vous savez, les questions européennes, elles ont quand même un rapport avec les questions nationales. Je veux dire, quand on voit le mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui dans notre pays, il se porte sur ces questions fiscales, sociales, démocratiques, et ces questions-là, elles sont au cœur de l'Union européenne aujourd'hui. On va juste en parler justement par rapport à la fin du grand débat, mais juste une question pour préciser la tribune de Jean-Luc Mélenchon, il appelle à sortir des traités. C'est une sortie collective de tous les États ensemble ou une sortie de la France seule de ces traités? Dans ce cas-là, ça correspond au Brexit. Non, c'est pas une position Frexit, mais c'est l'idée que aujourd'hui les traités européens tels qu'ils sont nous empêchent de mener la politique dont on a besoin. Par exemple, pour lutter contre le changement climatique, on a besoin pour ça d'investir de l'argent. Dans les traités, il y a cette règle des 3% qui empêche d'avoir les investissements nécessaires. Donc il faut changer ces traités, changer ces traités. Mais ça veut dire qu'il faut les renégocier. Et il faut donc ensemble. Mais bien sûr. Et si on n'arrive pas à les négocier ensemble, est-ce que la France s'en va? Non, mais justement, c'est pour ça que nous avons cette stratégie plan A, plan B. C'est-à-dire, la priorité, c'est d'abord de faire changer collectivement ces traités. Bon, mais pour changer collectivement ces traités, il faut un rapport de force. Et ce rapport de force, il nécessite que la France dise qu'elle a une position alternative si elle n'y parvient pas. Et cette position alternative, c'est pas tout seul. C'est avec les autres pays européens qui partagent cette conception, qui a des convergences avec nous sur ce sujet, que nous pourrons le faire. Donc, d'abord, pour résumer et préciser, d'abord, on change les traités collectivement, et si on n'y parvient pas, on le fait avec ceux qui sont d'accord. On aura le temps de préciser pendant la campagne. Ce soir, c'est la fin du grand débat. Est-ce que vous avez déjà la nostalgie
de ce moment formidable de démocratie? Non, au contraire, moi je pense que ça a déjà duré trop longtemps et je trouve qu'on est en train de voir que tout ça a été une grande mascarade parce que, ça n'a pas été le succès populaire et démocratique escompté. Je rappelle, c'est à peu près 180 000 contributions en ligne. C'est à peu près un tiers du nombre d'adhérents de La République En Marche. J'ai entendu la Garante 500 000 ce matin sur France Info. Bah, c'est un article du journal Le Monde que je cite qui disait 180 000 contributions sur la plateforme. Bref, même 500 000 si vous voulez. Ce n'est pas des millions de citoyens qui seraient venus participer à ce débat, mais surtout... Mais ça a servi à rien quand même. Ok, c'est pas peut-être le succès, l'énorme raz-de-marée annoncé, mais est-ce que ça a servi à quelque chose quand même? Vous appelez à débattre. Moi, je suis toujours pour le débat, mais qu'est-ce qu'on a appris de plus dans ces 3 mois de débat qu'on ne connaissait pas? Que les gens ont des difficultés à finir les fins de mois, que les gens trouvent que l'impôt aujourd'hui est injuste dans notre pays, que les gens demandent à avoir leur mot à dire dans la démocratie. Est-ce qu'honnêtement, on avait besoin de 3 mois de débat pour cela? Donc maintenant que le président de la République apporte les pistes de réponse qu'il va proposer, et puis on en débattra. Très vite, il doit le faire vite, ces réponses ou pas? Le plus vite possible, parce qu'en attendant, le pays est sous une situation de tension, des manifestations qui vont se poursuivre jusqu'à ce que le président de la République apporte des réponses. Et tant qu'il ne le fera pas, les manifestations vont se poursuivre. Donc il est responsable de ce climat de tension dans le pays. Il est temps qu'il s'avance maintenant et qu'il dise quelles sont les propositions qu'il formule aux Français. Enfin, la question de notre partenaire Slate, l'emballement autour de la virée en boîte de nuit de Christophe Castaner est-il vraiment utile au débat public? Je rappelle que le magazine Closer, entre autres, a publié des images de Christophe Castaner en boîte de nuit samedi dernier, après le mouvement des Gilets jaunes du samedi. Écoutez, moi, ce que fait Christophe Castaner le soir ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il fait la journée et ce qu'il fait dans l'exercice de ses missions. Et de ce point de vue-là, il a une responsabilité dans le bilan humain terrible de cette mobilisation des Gilets jaunes. 3000 blessés, 100 blessés grièvement, 5 mains arrachées, 18 yeux perdus. Ça, c'est la responsabilité du ministre de l'Intérieur. Et là, par contre, je voudrais qu'il assume ses responsabilités sur ce sujet. Et pour l'instant, il ne le fait pas. Donc c'est ça qui m'intéresse davantage que ces virées en boîte de nuit. Le reste, c'est sa vie privée et on doit ne pas parler de la vie privée des Moi, je pense toujours effectivement qu'il vaut mieux mener le combat politique sur les propositions, sur le fond, plutôt que sur ce que chacun fait dans sa vie privée. Merci beaucoup, Manuel Bompard. Merci à vous. Restez avec nous sur France Info. On revient évidemment toute la matinée sur les événements de Nouvelles-Zélande.